Cette semaine, je suis au Théâtre de la Renaissance où j'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Fary Lopez. Nous avons une conversation très intimiste où on a parlé de plein de sujets, notamment de son enfance, de comment il construit ses spectacles, de comment il a trouvé sa voie tout simplement pour être un humoriste accompli et de plein d'autres sujets. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, j'ai pris plaisir à le faire et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Bonjour Fary. Salut. Ça va? Ça va et toi? Super, je suis ravie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu fais hyper bien semblant qu'on vient de se dire bonjour. Pendant un moment, je me suis dit, attends, est-ce que c'est la même personne? C'est la même. C'est Un jeu d'acting. Ok, cool. Pas mal. Non, vraiment, je suis hyper contente et merci à Aurélie d'avoir organisé cette rencontre. J'ai vu ton spectacle la semaine dernière, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu tous tes spectacles, hein, donc ouais, tous. Cool. Vraiment, taquet tous. Et tu traites une thématique qui est assez, on va dire, générale, l'amour. Ouais, commune même. On peut Commune. dire, n'ayons pas peur du mot. Voilà. Pourquoi tu as choisi ce thème et qu'est-ce que tu as voulu démontrer? J'ai choisi justement parce que c'était un peu commun. On m'attend, en tout cas, moi je suis allé sur les mêmes thématiques jusqu'à présent. En tout cas, beaucoup autour de l'identité, de mon rapport à la France et aussi du rapport qu'ont les gens qui me ressemblent au reste de la France. Donc il y a beaucoup de points de vue, si ce n'est politique, des points de vue politisés que j'ai défendus. Donc c'était plutôt des thématiques un peu lourdes et sur lesquelles on peut avoir un point de vue qui est complètement contraire au mien. En tout cas, c'est des thèmes où il y a un positionnement quand tu abordes le sujet, que tu sois en train de l'écouter ou que tu sois en train de le traiter. Et là, je voulais justement peut-être me montrer aussi à moi-même que je pouvais faire autre chose. Il y a le côté un peu challengeant avec lequel j'ai pas encore fini de me battre justement du côté très commun de la thématique, parce que du coup, ça rend certaines choses un petit peu basiques, Ouais. même quand on essaie de les traiter de façon différente. Et puis il y avait aussi le fait que c'était un sujet, c'est le sujet un peu classique du spectacle de stand-up. Il y a toujours un moment où on part sur les rapports hommes-femmes, et moi je l'ai fait plusieurs fois, mais j'étais un petit peu en surface, et là j'essayais de rentrer un peu plus en profondeur, quoi. Et pourquoi tu vois, il y a plein de sujets communs, on pourra en choisir plein. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est un sujet commun qui touche tout le monde. Okay. Il y a personne qui n'est pas touché par ça. Et c'était aussi c'est un peu un cas d'école. C'est toujours intéressant de se prendre à un sujet qui a été traité et retraité et essayer d'aller dire quelque chose d'un peu différent, d'y mettre de sa personnalité. Mais le thème de plus large que le couple, c'était vraiment l'idée du mythe amoureux, parce que c'est ça, moi, qui m'a préoccupé jusqu'à présent. Et que tu déconstruis. Que j'essaie de déconstruire, que j'essaie en tout cas de questionner, parce que ça a été déconstruit dans plein de livres et d'études et de conférences. Moi, j'essaie de venir questionner ça et de faire un lien avec ce que je vis, avec ce que les gens peuvent vivre. Et l'idée, c'était aussi parler de quelque chose qui me touche moi au quotidien. C'est vrai que moi, j'ai pas vraiment eu de gros obstacles dans ma vie personnelle, de cas de déception, et que les grosses interrogations existentielles que je peux avoir, elles sont toutes liées au couple. Qu'est-ce qui te fait le plus peur en amour? Je pense que, par extension, c'est ce qui a fait que j'ai eu un problème de fidélité pendant des années. Par extension, c'est l'idée de l'abandon, je pense, inconsciemment. Et je pense que c'est lié à un truc un peu familial, de l'enfance par rapport aux parents et tout. Mais je pense, ouais, c'est ça, ouais. C'est l'idée de... Parce que moi, j'ai vraiment du mal à passer à autre chose, quoi. Et donc, je pense que c'est ça le truc qui me fait le plus peur. C'est la fin des choses. C'est la mort, finalement. C'est ça. Très philosophique après. Mais du coup, toi, tu es né dans le Val-de-Marne. Enfin, tu as grandi dans le Val-de-Marne. J'ai grandi dans le Val-de-Marne, mais je suis né à Paris. Tu es né à Paris. Un vrai Parisien. Tu es un vrai Parisien. Ouais. Ok. Tes parents sont immigrés du Cap-Vert. Ouais. Quand tu étais enfant, quels sont tes souvenirs d'enfance? Comment était le Fary petit? Tu avais quel caractère? Tu rêvais de quoi? Ça dépend. Je pouvais être très introverti, un peu comme aujourd'hui, hein, très introverti dans un endroit où je ne connais pas les gens.
très collé à ma maman. Mais sinon, dans l'intimité, je voulais toujours tirer la couverture à moi, quoi. Ma mère, elle savait que... Je sais pas si j'ai déjà dû raconter ça. Mais ma mère, quand j'étais à table et que je disais que j'avais mal à la tête, elle savait qu'il fallait me donner la parole, que je voulais parler, en fait. Ah, c'était ça? Ouais. Donc elle me disait, vas-y, parle, Farid. Et je racontais ce que j'avais à raconter et le mal de tête était passé. Les rêves que j'avais, c'était... je voulais être pilote d'avion, moi. C'est pour ça que je suis impressionné par le fait que tu aies fait une prépa. Parce que c'est un truc que j'aurais jamais pu faire. Mais si, t'aurais pu. Ah, vraiment pas. L'école, c'est vraiment pas mon truc. Ça m'intéresse vraiment pas. C'est après, sur le tard, apprendre, ça m'intéresse, mais le format... C'est le système scolaire. Ouais, le format de l'école, le type par lequel on essaie de moins de t'enseigner que de te faire remplir tu sais, un programme, en fait. Oui, ils ont un sûr. programme qui doit finir. Non, je n'aurais pas pu aller jusque-là, je le sais. C'est pour ça que si j'avais pas fait ça, je me serais dirigé peut-être vers le social et tout. Mais c'était un grand rêve d'être pilote d'avion, ouais, petit. Pilote d'avion, et puis ensuite c'était, en devenant ado, acteur. Tu n'es pas très loin. Tu l'as déjà fait d'ailleurs. C'est plus un rêve. Oui, c'est fait. Non, c'est plus un rêve parce que c'est pas quelque chose qui me fait... c'est quelque chose qui me fait rêver, mais dans la pratique, c'est pas quelque chose qui me passionne. Ok. Ouais, ça dépend. Après, quand c'est avec des gens comme Jean-Pascal Zadi, je vais n'importe où avec lui, tu vois. C'est mon grand, il a la bonhomie qu'il a, il est con. Donc, tu as envie de faire plein de choses avec lui et tu sais que ça va être cool à la fin. Mais de manière générale, j'ai l'impression d'avoir un taf, en fait. Okay. Tu vois, un tournage, c'est vraiment... tu y vas à 9h, tu finis à 19h, il y a une cantine. Tu ne sens pas la liberté que tu aimes. Ouais, moi j'ai besoin d'être un artiste, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Hmm. Sinon, je ferais n'importe quel autre métier, quoi. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de tes parents. Quelles sont les valeurs qu'ils t'ont transmises qui te permettent d'être l'homme que tu es aujourd'hui? Je pense que c'est avant tout l'ouverture d'esprit. Mes parents, c'est deux personnes qui sont très très ouvertes. Mon père, c'est quelqu'un de très réfléchi, et ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui est prête à se remettre en question et à remettre en question sa vision des choses au quotidien. Et donc ça m'a donné la possibilité de m'adapter facilement, d'être plus tolérant, et aussi d'avoir la volonté d'interagir avec tout le monde. J'ai vraiment cette volonté, moi, d'interagir avec le monde au quotidien, au-delà de la scène où j'essaie de faire un humour qui est un peu... c'est un peu un gros mot banal, mais un peu rassembleur, quoi. Tu vois, je veux pas scinder les gens, ou j'essaie pas juste de tacler pour tacler. En général, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'on puisse rire ensemble plus que se rire de certaines personnes. En tout cas, c'est vers ça que je tends. Et je crois que ça vient de cette chose qu'ils nous ont transmis, ouais, de pas croire que tu as tout le temps raison, que tu as tout vu. T'es l'aîné de ta famille? Pas du tout. Non, moi j'étais longtemps le petit. Okay. Très très longtemps le petit. Et ensuite il y a mon petit frère qui est venu après, qui est à moitié chinois, dont je parle dans mon premier spectacle. Et ensuite j'ai un autre petit frère qui est au Cap-Vert, celui-là, qui est un peu plus petit. Mais à la maison, j'ai longtemps été le petit dernier. Non, moi j'ai un comportement de petit dernier, je suis un petit prince dans ma vie. Et j'ai lu une anecdote assez drôle, ouais. Où tu avais mis un survêt rose, ouais. Et tu es allé en cours, ouais. Et tu as voulu remettre, et ta mère t'a dit va pas t'attirer des problèmes. Et je me posais la question, tu vois, de... Ah, c'est la mauvaise anecdote alors. C'est pas la bonne? Non. J'ai porté un survêt de... Ma mère, c'est tout l'inverse de ça, justement. Bah, du coup, l'article... J'ai mis un survêt rose de la tête aux pieds. Ouais. Et on m'a dit au lycée que c'était pas une tenue adéquate. Ouais. Donc, pourquoi? Moi, en fait, déjà, à l'époque, moi, j'étais dans un truc de... Oui, le rose, c'est pas une couleur de fille. Ouais, ma mère, par exemple, c'est l'un des trucs qu'elle nous a enseigné. Elle croyait pas au genre, ma mère. Depuis petit, elle avait des grands débats avec ma tante parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas jouer, nous, avec des bébés. Elle dit, ils vont être papa un jour. Et donc, pareil, il n'y a pas de raison pour que je puisse pas porter du rose. C'est une couleur comme une autre. Et non, au contraire, ma mère, elle est partie au clash avec les gens du lycée. Okay. Ouais. Donc, c'était
Genre Pas une bonne info. d'où il peut pas porter du rose en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ok. Non, au contraire, c'est elle qui va pousser à repousser les limites, à repousser les conventions. Euh, elle, elle va jamais, elle a un sens de la justice un peu, peut-être trop aiguisé des fois, ma mère. Et, et justement, donc ta maman te pousse plus. Euh, Ton papa n'a pas toujours été avec toi, il me Ouais, semble. ouais. En quoi ça a joué ou pas dans le fait que tu sois artiste et que tu aies vraiment embrassé cette voie? Tout bonnement, ce qui a fait que j'ai pu devenir un humoriste, c'est que mon père n'était plus dans ma vie au quotidien. Il était reparti au pays. Il est parti quand j'avais l'âge de 11 ans. Donc, c'est toujours partie de notre éducation parce qu'on l'avait au téléphone de manière très, très régulière. Euh, mais il suivait tout ça de très loin. Ma mère, elle a toujours poussé. Quand elle a vu que c'était un rêve que j'avais, elle a toujours poussé dans ce sens-là. Mon père, il aurait déjà de loin, il voyait ça un peu d'un œil un peu euh, pas amusé, mais pour lui c'était un hobby quoi. Il me disait n'en oublie pas les vraies choses, Les l'école, études, ouais. parce que c'est la raison pour laquelle ils sont venus aussi ici, c'est pour donner un avenir plus ouvert, en tout cas dans leurs yeux, à leurs enfants. Mais ma mère, pour elle, ce qui primait, c'était que je puisse m'épanouir dans ce que j'allais faire. Et tu découvres la scène à l'âge de 11 ans par ton oncle, il me Ouais. semble. À quel moment tu conscientises que c'est un rêve, c'est vraiment ça que tu veux faire? Parce que tu vois, on peut toujours avoir des hobbies, etc. Mais à quel moment tu te dis, en fait, ça, c'est vraiment ce que je kiffe et j'ai envie d'aller jusqu'au bout? Tu te souviens d'un... Très tard, parce qu'en fait, c'est Ouais. pas moi qui me le dis, c'est justement ma prof d'histoire quand j'ai redoublé ma seconde. Marcelin Berthelot, du coup. Ouais, Marcelin Berthelot, là où tu as fait ta prépa. Elle a fait une prépa, voilà. Elle Ça va. filme, elle cherche tous les moyens pour dire qu'elle a fait une Non, prépa. arrête, On l'a horrible. dit, t'as fait une prépa. Ok, Horrible, horrible, non. super. Et ouais, j'ai commencé à travailler avec cette prof d'histoire quand j'étais plus dans sa classe. Et c'est elle qui m'a fait comprendre que c'était possible. C'est elle qui m'a fait comprendre que ça pouvait être un rêve. Avant, moi, je n'arrivais pas du tout à me dire que... Je me disais, bah, je vois pas pourquoi moi, plus qu'un autre, qu'est-ce que j'aurais plus qu'un autre. Et c'est elle qui m'a convaincu que j'avais quelque chose de différent. Et aujourd'hui, qu'aimerais-tu dire à cette prof? T'es où? Tu l'as pas retrouvée? Non. Arrête. Non, non, C'est parce vrai? qu'il y a eu On demande qu'à en rire. Et puis, tu sais, il y a très rapidement des considérations autres que artistiques qui arrivent quand ça commence à fonctionner. Et c'est rare de rester avec les gens avec lesquels tu étais au début. C'est comme dans n'importe quelle carrière artistique, comme dans la musique. D'un coup, quand il y a des considérations de succès, de notoriété, d'argent, ça peut devenir compliqué. En fait, on a fait plusieurs émissions qu'on a écrites ensemble quand j'ai fait On demande qu'à en rire. C'est pas du tout bien passé parce que c'est tout simplement pas une émission à faire quand tu commences l'humour. Pas du tout, du tout. Ouais, ça j'ai oui. Ouais. Et on a écrit, le dernier truc qu'on a écrit ensemble, c'est un truc qui s'appelle L'humour en capitale. C'était à l'époque le seul festival d'humour de Paris. Ça s'appelait Paris fait sa comédie avant, c'est ça qui avait révélé Kev Adams peut-être 3-4 ans avant. Et en fait, j'ai gagné, j'ai été un des lauréats cette année avec Alban Ivanov. Ok. C'est marrant. Et après ça, moi j'ai un peu continué à faire ma route tout seul parce que j'avais besoin de m'incarner moi-même un peu en tant qu'artiste et en tant qu'auteur. J'avais besoin d'incarner un peu plus ce que je devais être. Et je crois qu'elle n'est jamais venue à un seul de mes spectacles depuis. C'est marrant. Ouais. Et tu parlais de l'anecdote justement, de l'incident, on va dire, dans l'émission On demande qu'à en rire. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Quelle leçon ça t'a appris? Je ne vais pas revenir dessus parce que tu l'as dit, redit dans plusieurs trucs, mais la leçon que tu en tires, c'est quoi? Bah, je les ai tirés il y a très longtemps, mais j'aurais pu tout arrêter à ce moment-là. Et j'ai eu de la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes et d'avoir échoué au final
échoué dans le sens arriver au bon endroit, qui était le Panama Café. Et ça m'a permis de me chercher, peut-être de me découvrir en tant qu'artiste. Mais ce que j'en sais aujourd'hui, c'est que quand tu commences l'humour, t'as pas besoin d'aller là-bas. C'est l'inverse. Il faut absolument pas aller dans ce genre d'émission. Quand tu commences, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce que tu veux vraiment, tu sais pas ce que tu es. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui vient cristalliser quelque chose. C'est un outil qui vient cristalliser ce qu'on pense être ton art, alors que même toi, tu sais pas ce que c'est, tu es en train de le découvrir. Ça n'a aucun sens. Un humoriste, il commence à devenir ce qu'il doit être au bout de 6, 7 ans, quoi. Et toi, justement, cette quête-là de savoir qui tu es, comment tu l'as fait? En jouant sur scène. C'est exactement comme quand tu veux devenir footballeur. Il n'y a personne, en réalité, qui va t'apprendre comment tu vas devenir un footballeur. Au tout départ, tu as un ballon et toi. Et ces mecs-là, c'est les mecs qui passent le plus de temps avec un ballon au pied, quoi. Cristiano Ronaldo, il arrivait 1h30 avant l'entraînement, il partait 1h30 après l'entraînement. Et donc, oui, après, on peut toujours te guider, t'accompagner, t'aider, etc. Mais c'est toi, les répétitions, encore et encore. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est comme n'importe quelle discipline. C'est à pratiquer le plus possible. On dit que pour maîtriser une discipline, il faut 1000 heures. Je pense que c'est le grand minimum, quoi. 10 000, non, on dit. Ah, c'est 10 000? 10 000. Autant pour moi, t'as fait une prépa, c'est toi qui as raison. C'est elle qui a raison. Enfin, c'est la théorie 10 000, bref, je ne vais pas rentrer dedans. Mais ce que je sens, en tout cas, c'est que tu es une personne assez ambitieuse et assez perfectionniste. J'ai l'impression que tu veux toujours... Tu as la quête de l'excellence. D'où est-ce que ça devient, ça? Tu sais où ça devient, ou c'est quelque chose que tu as en toi et... Franchement, je sais pas. Tu vois, même dans tout, hein, je trouve, enfin, en tout cas, dans ton style artistique, dans ton style vestimentaire, tu vois, on va jamais te voir à l'arrache. Enfin, tu es assez soigné. Je vais pas te flatter trop non plus, parce que tu vas prendre la confiance après. Non, c'est marrant parce que je pensais au moment où j'étais à l'arrache, du coup. Ah oui, d'accord. Mais tu vois, ça devient d'où? Je pense que c'est pareil dans ton travail aussi. Je pense que ça vient en tout premier lieu d'un manque de confiance. Okay. C'est parce que on veut toujours être bien vu par les autres, toujours que ce soit bien. C'est parce qu'on n'a pas vraiment... moi, je sais que ça comble, en tout cas, le fait être aussi méticuleux dans ma façon de m'habiller depuis très tôt. C'est que je comble quelque chose, et ce que je comble au départ, c'est un manque de confiance. Et ça, tu arrives à le cultiver avec le temps? Ouais, plus ou moins. Après, c'est devenu aussi une façon de communiquer, de créer aussi, s'habiller. Et tout le reste autour de ce que je fais, maintenant, ça vient moins combler quelque chose qu'une passion, quoi. Créer, c'est devenu une passion, et du coup, pour ne pas avoir le sentiment de passer à côté, ou pour ne pas pouvoir avoir de regrets, il faut être précis, quoi. Le sens du détail, c'est un truc que j'ai eu un peu de cette façon, je pense. Je ne vais pas énumérer tous tes succès, tu vois. T'en as plein. Mais dis-en un peu. Non, t'en as plein, enfin, vraiment, tes émissions, parce que mon attaché de presse, elle aime bien entendre. Tu remplis les salles complètes, là, typiquement. Tous les soirs, tu joues, c'est complet. 650 personnes, c'est pas rien, tu vois. Ouais. On va pas... on va se dire une chose, c'est pas rien. Si tu as aussi la collaboration avec Netflix, qui t'a propulsé sur la scène internationale. Si on devait faire un petit résumé de tout ça et que tu me cites les 3 facteurs de réussite, ça serait quoi pour toi? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour toi? Selon toi, hein, bien sûr. Je vais répondre à la question, mais je pense que c'est pas la bonne façon de présenter les choses, parce que du coup, on croirait qu'il y a des points clés dans ma carrière ou dans une carrière. Après, il y a des carrières où il y a des moments clés. Non, là, c'est pas des moments clés. Ouais. Là, c'est pas des moments, c'est vraiment des facteurs clés de succès. C'est pas des moments. C'est les mêmes pour tout le monde, hein. C'est le travail, la régularité, un peu de chance, et puis ne pas se reposer sur ce qu'on pense être le talent. Parce que le talent, c'est une notion un peu floue qui repose sur l'idée d'une capacité innée. Et ça veut tout et rien dire. Et des fois, les gens, ils se reposent sur ce qu'ils ont fait,
Pour moi, le facteur primordial pour réussir à avoir un succès, en tout cas qui est durable, parce que moi, j'ai l'obsession de vouloir avoir une carrière, c'est de ne pas se reposer sur un truc qu'on a fait qui a fonctionné. Une fois que c'est fait, il faut évidemment prendre le temps de profiter, mais se dire qu'il faut faire au moins aussi bien. Moi, mon idée, c'est de réussir à avoir le sentiment que ce que j'ai fait de mieux, c'est le dernier truc que j'ai fait. Ok. Et tu arrives à célébrer tes victoires, justement? Euh, Souvent, quand on est perfectionniste, on n'arrive pas trop à faire ça. Ça dépend. Des fois, à retardement, parce que par le biais du regard des autres ou de ce qu'on te répète, ou des fois, tu sais, dans des médias, on réalise, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Mais assez peu. Il y a un confort qui se fait sur la durée, mais c'est vrai que le petit bémol aller toujours chercher mieux, c'est que du coup, quand tu fais bien, bah, tu en profites peu. Et ça, c'est un truc que j'essaie de corriger un petit peu, de vivre un peu ce qui est en train de se passer. Parce que en ayant cette mécanique-là, cette gymnastique de se dire, ok, maintenant on a fait ça, c'était cool, c'est fait, on passe à autre chose, c'est vrai que tu profites pas toujours. Mais c'est un travail, c'est une gymnastique que j'essaie de faire au quotidien. Okay. Je vais parler rapidement des Molières. Mm-hmm. Tu en as déjà parlé plusieurs fois, mais je vais quand même en parler rapidement. Pourquoi tu as pris ces décisions-là? Qu'est-ce que tu as voulu dénoncer? C'est tous, mais c'est juste dans le milieu dans lequel tu évolues. Donc les Molières, rapidement, c'est quand Farid est venu, il a dit « Salut les Blancs ». Pourquoi tu as voulu le faire? Et surtout, c'est une décision que tu as prise seule. Est-ce que c'est quelque chose que tu as discuté en amont? Qu'est-ce que tu en as tiré? Ça part d'une frustration, les Molières, en réalité, qui est quelque chose de beaucoup plus égocentré que ce qu'on pourrait croire. Au tout départ, j'ai la frustration de ne pas être nommé. Parce que mon spectacle, je ne dirais pas que c'est le meilleur spectacle que j'ai écrit, parce que je pense que celui-ci, il est beaucoup, beaucoup plus efficace, ce qui peut aussi être un reproche. Ça veut dire quoi efficace, un spectacle efficace? J'ai pas jamais eu de rire aussi fort que dans ce dernier spectacle. Il est bien, moi j'avoue. Et autant de rire. Mais c'est vrai que le dernier, dans la façon dont il était traité et ce qu'il racontait, et là où ça amenait à la fin, en fait le propos, il était assez puissant dans les prétentions que ça avait. Et même autour de moi, dans mon équipe, c'est pareil, on est très content de ce spectacle-ci. Je pense qu'il va toucher plus de monde que le précédent. Mais le précédent, il était au moins fait pour attirer le regard des votants des Molières. Et on le savait, on avait ce sentiment-là. Et en fait, le fait de ne pas être juste, ne serait-ce que nommé, je me suis dit, ok, donc en fait, ils s'en foutent complètement de nous, nous au sens large, les gens aussi qui font du stand-up, parce que je fais aussi partie de toute une génération qui connaît et pratique l'humour d'une façon un petit peu différente, un peu plus naturelle, un peu plus écrite. Et en fait, ça part de là. Moi, au départ, je boude les Molières. Et il y a Alex Vizorek, qui est un bon ami comédien, qui m'a proposé de faire un passage. Et moi, au départ, je ne voulais pas du tout, parce que voilà, j'avais cette rancœur, peut-être même aigreur sur ce qui s'était passé. J'avais le sentiment que ce n'était pas à ma place, que ces gens-là, ce pas des gens à qui je parle au quotidien. Et en fait, j'ai commencé à lui dire, écoute, laisse-moi réfléchir, je vais écrire quelque chose. Et donc, l'endroit d'où ça part, c'est cette frustration. Et en fait, j'ai commencé à travailler quelques blagues avec un jeune homme talentueux qui s'appelle Thomas Wiesel, qui est vraiment brillant. Et donc, j'écrivais des blagues, je lui envoyais, il m'en a partagé d'autres, on a amélioré des blagues ensemble. Et je suis allé tester le passage dans un endroit qui s'appelle le Barbès. Le café Barbès. La brasserie Barbès de Pierre Moussier, que je salue d'ailleurs, qui m'a aidé à ouvrir la Madame Sarfati. C'est lui aussi qui a le bouillon Pigalle, entre autres. Et en fait, avant, il y avait une scène tout en haut
Et c'était que des blancs qui y allaient. Et moi, mon passage, il était sur ce sujet-là. Et donc, j'ai dit en rigolant à Thomas, putain, j'ai envie de commencer là-bas en disant salut les blancs. Parce qu'on sait qu'il n'y a que des blancs là-bas. Et vu que ça a vraiment fonctionné, je me suis dit, j'ai envie de la tenter. Ouais. Et qu'est-ce que ça m'a apporté Et bah, je sais pas, pendant 2 mois, j'étais le capitaine des Noirs, quoi, de France. C'était vraiment dès que je croisais un... C'était pas ce que tu recherchais, toi. C'était un truc personnel. Je te jure, c'était ça. C'était fou. Il y avait vraiment un truc de... Ouais, on se sait et tout. You made it. Ouais, vraiment, il y avait même pas de... Tu sais, genre, t'as parlé pour nous et tout. Non, c'était pas exactement... tu peux jamais imaginer que ça va avoir cet impact-là. Bien sûr, ouais. J'ai jamais fait un truc... pour le coup, j'ai jamais fait un truc qui ait pu être aussi impactant que ça. Et non, je pouvais pas l'imaginer. Bien sûr. Ouais. Et j'ai vu ton interview avec Bouscapé, qui est superbe. Et à un moment donné, tu dis « Je ne serai jamais un artiste populaire ». Ouais. T'entends quoi par là? J'ai pas, tu vois, on a fait un débat tout à l'heure avant que tu viennes sur cette phrase. Et on avait tous des avis différents. Et du coup, on va demander la question à l'intéressé. Enfin, l'auteur plutôt. Ça a un lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la plupart du temps, les sujets sur lesquels je vais, c'est des sujets sur lesquels tu peux être en rupture. C'est-à-dire avoir un point de vue qui est complètement contraire. J'ai par exemple le dernier extrait que j'ai mis sur... enfin que Montreux d'ailleurs a mis sur Dubaï. J'ai fait un passage sur Dubaï et ils ont isolé un passage du passage. Donc le passage sur Instagram, sur mon Instagram, le premier passage qui fait 6 minutes, il a fait 1 million. Et ce passage-là, il a dépassé ces 1 million-là. Alors que tu sais, le passage, il est dans le passage. Mais en fait, c'est pas parce qu'il est beaucoup plus drôle ou plus efficace, mais c'est que je donne mon point de vue sur quelque chose qui est un peu... pas controversé, mais qui peut être sujet à débat. Clivant, quoi. Ouais. Et donc, en allant comme ça sur des choses qui sont clivantes, ça fait qu'il y a des gens qui vont être diamétralement opposés à mon point de vue. Ils vont pas voir des blagues, ils vont voir un point de vue. Et donc, la plupart des thématiques sur lesquelles je vais, c'est ce genre de thématique. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je ne peux pas être ce qu'on appelle un artiste populaire. Est-ce que tu veux te détacher de ça, toi? Je ne veux pas me détacher de ça. Non, là, le spectacle, là, c'était vraiment une... il y a aussi de ça dans ce spectacle-là. Dans la première moitié du spectacle, je pense que j'ai rarement mis le doigt... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 4 ans, mais j'ai jamais mis autant le doigt sur ces sujets-là que dans ces quelques blagues. Parce que là, c'est vraiment décortiqué de façon presque théorique, tu sais, basique, quoi, sur scène. Mais je ferai toujours ce que je fais. Mon idée, c'est pas de m'écarter de ça. Ouais, non. Là, il y avait une thématique qui a pris beaucoup de place dans le show. Il n'y a pas que ça. Et le reste, ce sera... Ouais, je pense qu'en tant qu'humoriste, tu évolues comme en tant que chanteur, en tant que musicien. Mais les thèmes qui nous... Je dis nous parce que voilà, je fréquente d'autres humoristes avec qui on partage les mêmes goûts. Ce qui nous intéresse, c'est les choses qui sont clivantes. Et comment tu fais pour te détacher des critiques, du regard de l'autre ou de la façon de bien faire? Parce que je pense que c'est lié aussi à ce côté perfectionniste. Quand tu es perfectionniste, tu n'aimes pas les critiques. Là, tu rentres dans des choses qui sont quand même clivantes, donc forcément, tu auras des critiques. Comment tu fais pour détacher de ça? J'y arrive pas forcément. J'essaie de pas regarder les commentaires déjà. Okay. Je regarde jamais les commentaires. Et après, il y a des fois des articles où tu vas être confronté à un avis qui va être opposé, mais j'ai pris l'habitude depuis... après avoir joué aux Antilles, quand j'étais en train d'écrire ce spectacle, j'étais en écriture. Et donc, voilà, je testais plusieurs choses. Il y a une fille qui m'a envoyé un message sur Instagram. Des fois, je regarde, tu vois, quand je vois par quoi ça commence.
Là, j'étais étonné. Elle disait, en substance, elle disait qu'elle était déçue parce que, voilà, elle ne s'attendait pas à ça. Et en fait, il y avait plein de choses où elle disait, je sais pas, 40 minutes de ce truc-là, alors que c'était pas vrai. Enfin, il y avait plein de choses qui n'étaient pas vraies. C'était pas constructif, quoi. Ou qui n'étaient pas... c'était pas constructif. Il y a plein de choses qui étaient un peu de l'ordre du fantasme, de ce qu'elle avait cru voir et de ce qu'elle voulait voir. Il y avait un peu un mélange des deux. Mais en fait, dans tout ça, j'ai vu des choses qui auraient pu me servir. Notamment le fait que j'ai senti le poids que ça avait à l'époque. Parce qu'au départ, je voulais faire un spectacle entier qui était que sur le mythe amoureux. Okay. Et je me suis rendu compte que les gens qui venaient voir mon spectacle, ils venaient aussi pour voir ce qu'ils avaient vu déjà, ou ce qu'ils connaissaient de moi. Et que donc, je ne pouvais pas d'un coup leur donner autre chose, qu'il fallait un point de rencontre. Et donc, maintenant, dans les choses vraiment négatives qu'on peut me dire, j'essaie d'y voir qu'est-ce que je peux en tirer. Mon interview est un peu décousue, mais du coup, je reboucle. Comment tu crées justement le spectacle? Au début, tu fais un draft et après, tu le retravailles. Parce que tu vois, quand tu dis, au début, je voulais faire que le mythe amoureux et ensuite, je vois que les spectateurs veulent retrouver mon autre spectacle, ça, comment tu le retrouves? C'est pas écrit de cette façon-là, c'est-à-dire, j'écris pas tout. D'accord. Je sais pas, du coup, ça. Ouais. J'écris pas tout, c'est beaucoup des choses qui sont enregistrées. C'est-à-dire que ça se crée vraiment bout à bout. Donc, tu commences à avoir les 5 bonnes premières minutes, et puis les 10, et puis tu les mets de côté, et tu refais 10. Et en fait, sur ces 5 minutes-là, il y a plusieurs blagues qui sont écrites mot à mot, et puis il y en a d'autres parce qu'il y a de l'intention, il y a des moments de jeu. Et donc, en fait, c'est très écrit de façon audio. C'est-à-dire que là, par exemple, tous les soirs, je m'enregistre. Parce que je continue de modifier des choses, et des choses qui ne me plaisent pas, j'essaie de le rendre un peu moins... pas moins efficace, parce que ça c'est positif, mais en tout cas non, qu'on ne voit pas que l'efficacité du spectacle, mais que le propos il en ressorte aussi. Et en fait, voilà, dans ce que j'ai fait à l'époque aux Antilles, tout est enregistré, et quand on écoute, on se dit je vais enlever ce bloc-là, je vais changer ce bloc-là, et ensuite on reteste, et quand on a un autre bloc, j'essaie de voir où je peux le mettre, mais il n'y a pas de fichier. Ok, non, je sais pas comment se construire un spectacle. Ça dépend, ça dépend vraiment des gens. Ok. Ouais. Tout le monde a des façons d'écrire différentes. Il y a des gens qui écrivent tout du début à la fin et qui vont tout répéter sur scène. Et ensuite, ils vont aller devant un public et jouer 1h20 et voir ce qu'ils gardent, ce qu'ils enlèvent, tu vois. Mais ça dépend vraiment de... T'es le premier humoriste que je reçois sur le podcast. Ok. Et tu es très éclectique. Tu es humoriste, tu as été acteur et chanteur aussi récemment. Quel est le point commun entre tout ce que tu fais? Ne me dis pas l'art, parce que trop facile, que c'est l'artistique, ça on le sait. Mais qu'est-ce qui, dans ces trois métiers et autres, je pense que tu auras d'autres métiers dans ta vie, c'est sûr, quel est le fil rouge entre eux? Je vais dire pire que l'art, j'allais dire moi. T'as pas le droit, je comprends pas. Mais c'est ça en fait, c'est toutes les composantes de ce qui m'ont fait devenir ce que je suis. On se forge beaucoup au travers de la culture. Moi, la musique, c'est peut-être ce qui m'a d'abord fait rentrer dans l'art, pas dans le fait de le faire, mais dans l'approche que j'ai pu en avoir en tant qu'auditeur. Ce qui a le plus dessiné l'artiste que je rêvais d'être, c'est Kerry James. C'est des artistes comme Kerry James, comme Bob Marley, parce qu'ils sont à un point, et surtout Bob Marley pour le coup, mais ça fonctionne aussi pour Kerry James, ils sont dans la rencontre parfaite entre un discours et une discipline. Et c'est par ce biais-là que moi j'ai commencé à rentrer dans l'art. Au départ, mes parents ils pensaient que j'allais être chanteur ou danseur. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai rêvé longtemps d'être un acteur. Et en fait, le stand-up, ça arrivait presque comme un accident. Ça arrivait un petit peu en travers parce que j'avais ce rêve d'être un acteur et on me disait beaucoup faut que tu fasses du théâtre, et en fait, quand on vient de là d'où je viens, l'entrée dans le théâtre, c'était le one-man show.
Tu vois, il y a des grands artistes aujourd'hui qui n'étaient pas dans la famille du cinéma avant, qui venaient de milieux qui n'ont rien à voir avec le milieu du cinéma. Les deux exemples qu'on a, c'est Omar Sy et Jean Dujardin. Les deux, ils sont arrivés par le One Man Show. Et aujourd'hui, c'est des acteurs reconnus. C'était la porte d'entrée, c'était celle-là. Et en fait, le stand-up, c'est devenu comme c'était un coup de foudre, quoi. C'est l'amour de ma vie. Du coup, dernière question. C'est la question du podcast, je ne peux pas la poser. Qu'est-ce que la réussite pour toi, Fary? Qu'est-ce que serait une vie réussie pour toi? Je pense que c'est une vie où, à la fin, tu ne te dis pas « j'aurais dû ». Tu veux développer un? C'est un état d'accomplissement où tu n'as pas de choses que tu aurais aimé faire, de choix que tu aurais aimé changer. Je pense que la réussite, c'est la plénitude de ne pas être dans aucune forme de frustration ou d'aigreur, quoi.